Vous connaissez ce moment précis où tout bascule. Quelqu'un vient de vous attaquer verbalement. Peut-être en réunion, peut-être lors d'un dîner de famille, peut-être dans la rue. Votre pouls s'accélère instantanément. Une vague de chaleur monte dans votre poitrine. Vos pensées se bousculent dans un désordre total. Et pendant que votre corps entre en mode alerte maximale, pendant que chaque fibre de votre être hurle de riposter, vous réalisez quelque chose de terrifiant. Vous ne savez pas quoi dire. Ou plutôt, vous savez exactement ce que vous voulez dire. Mais les mots ne sortent pas. Ils restent coincés quelque part entre votre cerveau et votre bouche. Et ce silence, ce vide de quelques secondes à peine, semble durer une éternité. Puis, 3 heures plus tard, la réplique parfaite vous frappe. Trop tard. Le moment est passé. L'humiliation reste. Voilà le problème avec les confrontations. On vous a appris 2 options. Soit vous explosez, soit vous encaissez. Soit vous devenez l'agresseur, soit vous restez la victime. Combat ou fuite, attaque ou soumission. Mais il existe une 3e voie, une voie que presque personne ne connaît. Une voie qui ne nécessite ni cri ni capitulation. Une voie où vous gardez votre dignité intacte tout en désarmant complètement l'autre personne. Cette voie, les stoïciens l'ont perfectionnée il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle dirigeait l'empire le plus puissant du monde. Il commandait des armées. Il avait le pouvoir de vie ou de mort sur des millions de personnes. Un seul geste de sa part pouvait anéantir quiconque osait l'offenser. Et pourtant, il a écrit dans ses carnets personnels « La meilleure réponse à la colère est le silence intentionnel ». L'homme le plus puissant de son époque choisissait le silence comme arme ultime. Pas par faiblesse, par force absolue, par maîtrise totale de lui-même. Voilà ce que personne ne comprend. La vraie force ne réside pas dans votre capacité à détruire l'autre. Elle réside dans votre capacité à ne pas le faire, à rester calme quand tout en vous crie de frapper, à choisir la réponse parfaite quand la réponse facile serait tellement plus satisfaisante sur le moment. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 réponses que les stoïciens ont utilisées pendant des siècles. Ces réponses ont survécu 2 millénaires, non pas parce qu'elles sont des formules magiques, mais parce qu'elles touchent quelque chose de fondamental dans la psychologie humaine. La 3e réponse est particulièrement redoutable. Elle transforme l'attaque en miroir. Elle fait en sorte que l'agresseur se rende compte, souvent devant témoins, qu'il vient de révéler bien plus sur sa propre médiocrité que sur vos supposées faiblesses. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez les notifications. Non pas pour alimenter des statistiques vides, mais parce que ce qui suit pourrait transformer votre manière de naviguer dans chaque conflit pour le reste de votre existence. Ces techniques ne sont pas de la théorie académique poussiéreuse. Ce sont des outils éprouvés par le temps. Des armes psychologiques testées dans les cours impériales, les champs de bataille, les places publiques. Des armes qui fonctionnent aussi bien aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Devenons plus sages ensemble. Commençons. Réponse numéro 1. Je vois ton point. Aide-moi à comprendre ton raisonnement. Voici une vérité que personne ne vous dira jamais. L'arme la plus dévastatrice contre l'agression n'est pas une réplique cinglante. Ce n'est pas une insulte bien placée. Ce n'est pas même une démonstration brillante de vos propres compétences. L'arme la plus dévastatrice, c'est la curiosité authentique. Je sais ce que vous pensez. La curiosité semble faible, passive, comme si vous acceptiez l'attaque, comme si vous donniez raison à l'agresseur. C'est exactement l'inverse. Quand quelqu'un vous attaque, son cerveau est en mode combat. Il a préparé cette attaque. Il s'attend à votre défense. Il a déjà imaginé comment il va contrer chacun de vos arguments. Il s'est entraîné mentalement pour cette bataille. Toute son architecture mentale repose sur un affrontement. Il veut que vous vous défendiez. Il veut que vous listiez vos accomplissements. Il veut que vous prouviez votre valeur, parce que chaque preuve que vous apportez devient une nouvelle cible à attaquer. C'est un piège parfait. Plus vous vous défendez, plus vous lui donnez de munitions. Plus vous justifiez, plus vous semblez coupable. Plus vous prouvez, plus il peut démolir. Mais quand vous répondez avec une curiosité sincère, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous refusez de jouer au jeu qu'il a préparé. Vous changez complètement les règles. Vous transformez un champ de bataille en salle de classe. Et soudainement, c'est lui qui doit s'expliquer. C'est lui qui doit passer de l'émotion à la logique. C'est lui qui doit transformer ses accusations vagues en arguments précis. Voilà où tout s'effondre pour la plupart des agresseurs. Parce que voici un secret. La majorité des attaques verbales ne reposent sur rien de substantiel. Ce sont des réactions émotionnelles habillées en jugements rationnels. Ce sont des impressions vagues, déguisées en analyse profonde. Ce sont des préjugés personnels présentés comme des vérités objectives. Quand vous demandez à quelqu'un d'expliquer précisément son raisonnement,
Vous l'obligez à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, réfléchir vraiment à ce qu'il vient de dire. Et souvent, très souvent, il découvre qu'il n'a rien. Laissez-moi vous raconter comment cette technique a sauvé une situation que j'ai entendu raconter. Une personne présentait un projet devant une équipe, des semaines de travail, des recherches approfondies, des données vérifiées, des experts consultés, un travail solide, méthodique, professionnel. Au milieu de la présentation, quelqu'un l'a interrompu brutalement. Cette proposition est complètement déconnectée de la réalité. Il est évident que vous ne comprenez rien au marché actuel. Cette approche est non seulement naïve, elle est dangereuse. Le silence dans la salle était lourd, chargé d'électricité. Tous les regards se sont tournés vers la personne qui présentait. Certains embarrassés pour elle, d'autres attendant le spectacle, d'autres encore se demandant comment elle allait s'en sortir. Dans ce moment précis, 1000 options traversent l'esprit. Défendre le travail accompli. Rappeler l'expérience accumulée. Citer les sources consultées. Souligner les faiblesses de l'accusateur. Toutes ces options sont des pièges. Au lieu de cela, la personne a fait quelque chose de brillant. Elle a pris une profonde respiration. Elle a laissé passer 2 secondes de silence. Puis, elle a regardé son accusateur directement dans les yeux et a dit, d'une voix parfaitement calme, « Je vois ton point. Peux-tu m'aider à comprendre ton raisonnement ? Quels aspects spécifiques te semblent déconnectés du marché actuel ?» Le changement dans l'atmosphère a été instantané, palpable, presque magique. Le silence a changé de nature. Ce n'était plus le silence tendu d'un affrontement imminent. C'était le silence de l'attente, de la curiosité collective. Tous les regards se sont détournés de la personne attaquée pour se tourner vers l'accusateur. Maintenant, c'était lui sous les projecteurs. C'était lui qui devait s'expliquer. C'était lui qui devait transformer ses accusations générales en arguments spécifiques. Et c'est là que tout s'est effondré. Eh bien, je veux dire, généralement parlant. Il cherchait ses mots. Il regardait autour de la salle comme s'il cherchait du soutien. Les tendances générales du marché suggèrent que, c'est-à-dire, il tournait en rond. Chaque phrase devenait plus vague que la précédente. Chaque justification sonnait plus creuse. Son assurance initiale s'évaporait en temps réel devant tout le monde. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que personne n'aurait imaginé quelques minutes auparavant. Il a dit la vérité. Pour être complètement honnête, je n'ai pas lu la proposition dans son intégralité. Je réagissais principalement sur la base d'une impression. Voilà, l'attaque s'est effondrée sous son propre poids, sans confrontation, sans humiliation. Juste la simple demande d'expliquer son raisonnement. Cette technique force un changement de mode mental radical. L'agresseur opère en mode émotionnel. Son cerveau limbique est aux commandes. L'adrénaline coule. La logique est secondaire. Quand vous lui demandez d'expliquer son raisonnement, vous l'obligez à activer son cortex préfrontal, la partie rationnelle, analytique, et soudainement, il doit construire une argumentation logique pour soutenir ce qui était essentiellement une explosion émotionnelle. C'est comme demander à quelqu'un en pleine crise de colère de résoudre une équation mathématique complexe. Le cerveau ne peut pas maintenir les 2 états simultanément. L'un doit céder. Cette réponse inverse aussi complètement la dynamique de pouvoir. Dans toute confrontation, celui qui pose les questions contrôle la direction de la conversation. Celui qui répond, même s'il a raison, est en position réactive. En posant calmement une question, vous passez de la position défensive à la position de direction. Vous ne justifiez plus. Vous enquêtez. Vous n'êtes plus l'accusé. Vous êtes le juge demandant des preuves. Cette inversion psychologique est déstabilisante pour l'agresseur. Il s'attendait à vous voir vous défendre. Au lieu de cela, vous le mettez en position de devoir se justifier. Les gens lancent des accusations comme irréalistes, naïfs, déconnectés, incompétents, parce que ces mots sonnent impressionnants. Ils donnent l'illusion d'une analyse profonde. Ils suggèrent une expertise que l'accusateur ne possède souvent pas. Mais ces mots sont des coquilles vides. Ils n'ont aucun contenu réel, jusqu'à ce qu'on les remplisse avec des exemples spécifiques, des données précises, des arguments construits. Quand vous demandez gentiment à quelqu'un de remplir cette coquille vide, de transformer son accusation vague en critique substantielle, la plupart du temps, il découvre qu'il n'a rien à mettre dedans. C'est exactement ce que Socrate faisait à Athènes, il y a 2500 ans. Il se promenait sur l'agora, trouvait des gens qui prétendaient savoir des choses, et posait simplement des questions. « Tu dis que ceci est vrai, peux-tu m'expliquer pourquoi ? Tu affirmes que cela est certain. Sur quoi bases-tu cette certitude ?
Tu prétends comprendre ce sujet. Peux-tu me l'expliquer? La plupart du temps, les gens ne pouvaient pas. Leurs certitudes s'effondraient sous le poids de leurs propres contradictions. Leurs affirmations se révélaient être des opinions non examinées. Leur prétendue expertise se dissolvait en ignorance déguisée. Socrate ne les attaquait jamais. Il posait juste des questions, et les questions suffisaient. Les stoïciens ont raffiné cette technique. Ils ont compris que la curiosité authentique était une forme de force, pas de faiblesse. Que demander des explications était une position de pouvoir, pas de soumission. Mais attention, votre ton doit être authentiquement curieux, pas sarcastique, pas condescendant, pas provocateur, authentiquement, véritablement curieux. Si vous dites « aide-moi à comprendre ton raisonnement », avec un sourire narquois, avec une pointe d'ironie dans la voix, avec ce petit ton qui dit « je sais que tu n'as aucun raisonnement, mais vas-y, essaie, vous avez perdu ». Parce que maintenant, ce n'est plus de la curiosité. C'est une attaque déguisée, et l'autre personne va le sentir instantanément. Son cerveau va détecter la menace, et au lieu de se calmer, il va s'enflammer encore plus. Le sarcasme transforme cette technique élégante en simple provocation. Et la provocation appelle la contre-provocation. Vous êtes de retour dans la spirale de l'escalade. Exactement ce que vous vouliez éviter. Votre curiosité doit être réelle. Vous devez vraiment vouloir comprendre leur raisonnement. Pas pour les piéger, pas pour les ridiculiser, mais parce qu'il existe une possibilité, aussi mince soit-elle, qu'ils aient vu quelque chose que vous avez manqué. Cette ouverture d'esprit authentique désarme complètement. Parce que les gens peuvent sentir la différence entre une question piège et une vraie question. Quand votre curiosité est authentique, quelque chose change dans votre langage corporel, dans votre ton, dans votre regard. L'autre personne le sent, et souvent, cette authenticité les oblige à baisser leur garde, à vraiment réfléchir, plutôt que de simplement contre-attaquer. Utilisez-la quand quelqu'un fait des accusations vagues sans exemple spécifique. Ton approche ne fonctionnera jamais. Tu ne comprends pas le sujet. Ce travail est médiocre. Cette idée est naïve. Toutes ces affirmations sont des coquilles vides attendant d'être remplies. Demandez poliment qu'on les remplisse. Utilisez-la dans les contextes de groupe, devant témoins. Parce que c'est là que cette technique brille le plus. Dans une conversation privée, la personne peut esquiver, changer de sujet, devenir encore plus agressive. Mais devant témoins, elle doit soit soutenir son accusation avec des arguments solides, soit perdre la face. Et la beauté de votre approche, c'est que vous ne l'avez pas mise dans cette position de manière agressive. Vous avez simplement posé une question. Si elle ne peut pas y répondre, c'est son problème, pas le vôtre. Parfois, après avoir demandé à quelqu'un d'expliquer son raisonnement, vous découvrirez qu'il a raison. Il va présenter des arguments solides, des données convaincantes, des perspectives que vous n'aviez pas considérées, des faiblesses réelles dans votre approche. Et dans ce moment, vous n'avez pas perdu. Vous avez gagné quelque chose de bien plus précieux qu'une victoire verbale. Vous avez gagné une information précieuse, une opportunité d'améliorer votre travail, une perspective nouvelle. Et vous avez maintenu votre dignité en restant ouvert, humble, prêt à apprendre. C'est ça, la vraie force. Pas l'arrogance qui refuse d'admettre ses erreurs, mais l'humilité qui peut dire « Tu as raison, j'ai manqué ça, merci de l'avoir souligné ». Ce qui nous amène directement à notre deuxième réponse. Réponse numéro 2. Tu as absolument raison. Et voici ce que je vais faire à ce sujet. Voici une idée radicale que presque personne ne comprend. Parfois, le chemin le plus rapide vers la victoire passe par l'admission immédiate de la défaite. Je sais, ça semble contre-intuitif. Toute votre vie, on vous a dit de ne jamais abandonner, de toujours vous battre, de défendre votre position jusqu'au bout. Admettre une erreur semble être une faiblesse, une capitulation, une défaite. C'est exactement l'inverse. Quand quelqu'un pointe un problème réel dans votre travail, dans votre comportement, dans votre approche, vous avez exactement 2 options possibles. Option 1. Vous défendre. Trouver des excuses. Expliquer pourquoi ce n'est pas vraiment votre faute. Blâmer les circonstances. Minimiser l'importance du problème. Attaquer en retour. Cette option semble protéger votre ego sur le moment, mais elle fait quelque chose de destructeur. Elle transforme la personne qui a souligné le problème en ennemi permanent. Elle prolonge le conflit indéfiniment. Elle vous fait paraître faible, défensif, incapable d'assumer vos responsabilités. Option 2. Vous admettez le problème immédiatement et annoncez votre plan d'action pour le corriger. Cette option semble dangereuse, vulnérable, comme si vous donniez des munitions à l'autre, comme si vous acceptiez le blâme, mais elle fait quelque chose de magique.
Elle supprime instantanément toutes les munitions de l'autre personne. Elle transforme un adversaire en allié. Elle vous fait paraître fort, mature, centré sur les solutions plutôt que sur la protection de l'ego. Et surtout, elle termine le conflit sur place. Pas de prolongation, pas d'escalade. Fini, résolu, suivant. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre le pouvoir transformateur de cette approche. Il y a quelques années, quelqu'un que je connais travaillait sur un projet important. 6 mois de collaboration avec un client. Au début, tout allait bien. Mais progressivement, des tensions s'étaient accumulées. Rien de dramatique au début. Juste ces petites irritations qui s'empilent lentement. Puis est arrivé le jour de la confrontation. Réunion. Tout le monde autour de la table. Atmosphère déjà tendue dès le début. Et puis le client a lâché la bombe. Vous avez encore manqué la date limite. Ce n'est plus un incident isolé. C'est devenu un pattern systématique. Franchement, cela affecte sérieusement notre confiance en votre capacité à livrer ce que vous promettez. Le silence qui a suivi était suffocant. On pouvait sentir l'équipe se recroqueviller mentalement. Certains fixèrent leurs notes. D'autres évitaient tout contact visuel. Tous attendaient la réponse. Et voici la chose. Il y avait des raisons légitimes pour ces retards. Le client avait changé les spécifications à mi-parcours sans ajuster les délais. Il y avait eu des problèmes techniques impossibles à prévoir. Des contraintes de ressources dues à d'autres urgences. Chacune de ces raisons était vraie, vérifiable, raisonnable. La personne responsable aurait pu passer les 20 prochaines minutes à les détailler, à construire un argumentaire solide, à répartir le blâme équitablement, à souligner subtilement les contributions du client au retard. Et le client aurait probablement accepté ces explications. Peut-être. Après un long débat, après beaucoup de tensions, peut-être que la relation aurait survécu, mais quelque chose de fondamental aurait été brisé. La confiance. Parce que le client n'aurait pas vu quelqu'un qui prend la responsabilité. Il aurait vu quelqu'un qui trouve des excuses. Au lieu de cela, cette personne a fait quelque chose qui a surpris tout le monde dans la salle. Elle a regardé le client directement dans les yeux. Et elle a dit, « Vous avez absolument raison. Il y a eu un pattern de retard. C'est inacceptable. Voici exactement ce que nous allons faire. » Pas de justification, pas d'excuses, pas de blâme partagé. Juste une admission claire suivie immédiatement d'un plan d'action. Nous mettons en place cette semaine un nouveau système de suivi qui nous donnera une visibilité complète sur les risques de retard avant qu'ils ne se matérialisent. Vous recevrez un rapport détaillé chaque vendredi. Vous saurez toujours exactement où nous en sommes. Plus jamais de surprise. Pour ce projet en cours, je prends personnellement la responsabilité de garantir la livraison à la date que nous établirons ensemble aujourd'hui. Le changement dans la salle a été spectaculaire. Le client qui était venu avec une liste mentale de griefs à déverser s'est visiblement détendu. Ses épaules sont descendues. Son visage s'est adouci. Sa voix a perdu son tranchant. D'accord, parlez-moi de ce système de suivi. Comment allez-vous identifier les risques à l'avance? La conversation a complètement changé de nature. Plus de confrontation, plus d'accusations. Juste 2 parties travaillant ensemble pour résoudre un problème. Le reste de la réunion s'est déroulé dans un esprit de collaboration. Pas de retour sur les échecs passés. Uniquement un focus sur les solutions futures. À la fin, le client qui était venu en doutant de la relation est reparti avec une confiance renouvelée. Non pas parce que les erreurs passées avaient été effacées, mais parce qu'il avait vu quelque chose de rare. Quelqu'un capable d'assumer pleinement la responsabilité et d'agir immédiatement pour corriger. Quand les gens critiquent ou se plaignent, ils veulent fondamentalement l'une de 2 choses. Soit ils veulent vous voir vous tortiller et faire des excuses, ce qui valide leur décision de vous critiquer et leur donne un sentiment de supériorité. Soit ils veulent voir le problème résolu. La première option satisfait leur ego. La deuxième satisfait leurs besoins réels. Quand vous choisissez immédiatement la deuxième option, quand vous sautez par-dessus toutes les justifications possibles pour aller directement à « voici comment je vais résoudre ça », vous leur donnez exactement ce qu'ils voulaient vraiment obtenir. Et soudainement, il n'y a plus de conflit. Parce que vous venez de supprimer la raison du conflit. La plupart des gens s'attendent à de la défensive quand ils soulignent des problèmes. Ils s'attendent à entendre des raisons pour lesquelles ce n'est pas vraiment votre faute. Ils se sont préparés mentalement à contrer vos excuses. Ils ont leurs arguments prêts. Mais quand vous ne vous défendez pas du tout, quand vous acceptez complètement le problème et présentez des solutions concrètes, vous court-circuitez tout leur processus mental préparé. Ils ne savent plus quoi faire de toute cette énergie combative qu'ils avaient mobilisée. Ils ne peuvent plus utiliser leurs contre-arguments préparés. Le vent tombe de leur voile.
Cette approche démontre aussi quelque chose de crucial sur votre caractère. Elle montre que vous êtes plus intéressé par la résolution de problèmes que par la protection de votre ego, que vous pouvez séparer votre identité de vos erreurs, que vous êtes capable de croissance et d'adaptation. Ces qualités commandent le respect, un respect profond, durable. Pas le respect superficiel qu'on gagne en ne perdant jamais la face, mais le respect authentique qu'on gagne en montrant une vraie maturité émotionnelle. Épictète, qui est passé de l'esclavage à devenir l'un des philosophes les plus influents de Rome, enseignait quelque chose de fondamental. N'explique pas ta philosophie, incarne-la. Prendre une responsabilité immédiate incarne la sagesse stoïcienne bien mieux que 1000 dissertations sur la vertu. Mais attention, il y a une mise en garde absolument cruciale à cette approche. Utilisez cette réponse uniquement quand la critique est effectivement valide, quand vous avez vraiment fait une erreur, quand le problème soulevé est légitime et était sous votre contrôle. Si quelqu'un fait des accusations injustes, si la critique est basée sur des informations erronées, si le problème était hors de votre contrôle, alors cette réponse serait catastrophique. Accepter la responsabilité pour quelque chose qui n'est pas votre faute n'est pas de la sagesse. C'est de la lâcheté déguisée en humilité. Le pouvoir de cette technique vient précisément de votre discernement, de votre capacité à distinguer entre une critique valide qui mérite une action immédiate et une accusation injuste qui mérite une autre réponse. Cette distinction demande de l'honnêteté avec soi-même, une honnêteté brutale. Parce que votre ego va toujours vouloir minimiser vos erreurs. Il va toujours chercher des excuses. Il va toujours vouloir répartir le blâme. Vous devez être capable de dire « Non, cette fois, c'était vraiment ma faute. » Point final. Cette honnêteté avec vous-même est la fondation de cette technique. Sans elle, vous allez soit accepter des blâmes qui ne vous appartiennent pas, soit refuser d'accepter ceux qui vous appartiennent. Quand vous admettez immédiatement une erreur et annoncez votre plan d'action, quelque chose de remarquable se produit souvent. La personne qui vous critiquait devient votre plus grand soutien. Pourquoi? Parce que vous venez de démontrer 3 choses rares. Vous écoutez vraiment. Pas d'écoute défensive où vous attendez juste votre tour pour parler. Mais une vraie écoute qui transforme la critique en action. Vous prenez leurs préoccupations au sérieux. Vous ne les minimisez pas. Vous ne les ignorez pas. Vous les intégrez immédiatement dans votre plan d'action. Vous êtes capable d'action rapide. Pas de promesses vagues pour plus tard. Pas de « on verra ce qu'on peut faire ». Mais un engagement concret avec des étapes spécifiques. Ces 3 qualités sont incroyablement rares. Les gens passent leur vie à critiquer, à se plaindre, à souligner des problèmes, et presque jamais ils ne voient quelqu'un accepter la critique avec grâce et agir immédiatement. Quand ils rencontrent enfin quelqu'un qui le fait, leur cerveau fait un retournement complet. Attendez, cette personne est différente, cette personne mérite mon soutien. Et voilà comment un critique devient un allié, non pas parce que vous l'avez convaincu que vous n'aviez pas tort, mais parce que vous lui avez montré que même quand vous avez tort, vous savez quoi faire. Mais toutes les critiques ne sont pas valides. Toutes les attaques ne pointent pas vers de vrais problèmes. Parfois, les gens attaquent juste pour attaquer. Ils ne cherchent pas à résoudre un problème. Ils cherchent juste à vous blesser, à se sentir supérieur, à vous déstabiliser. Ces attaques nécessitent une approche complètement différente, une approche plus subtile, plus élégante, plus dévastatrice. Réponse numéro 3. C'est une perspective intéressante. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Il existe un art martial japonais appelé Aikido. Le principe fondamental de l'Aikido n'est pas d'opposer force contre force. C'est d'utiliser la force de l'adversaire contre lui-même, de le laisser se déséquilibrer par son propre élan. Cette 3e réponse stoïcienne est de l'aïkido verbal pur. Quand quelqu'un fait un commentaire provocateur, insultant, clairement conçu pour vous blesser ou vous déstabiliser, votre première impulsion est de contre-attaquer, de défendre votre honneur, de prouver qu'il a tort. Cette impulsion est exactement ce que l'agresseur attend. Il veut vous voir réagir émotionnellement. Il veut vous voir perdre votre calme. Parce que dès que vous perdez votre calme, il a gagné. Même si vous avez raison sur le fond, si vous avez perdu votre composure, vous semblez avoir perdu. Mais il existe une réponse bien plus élégante, une réponse qui ne contre-attaque pas, une réponse qui ne défend pas, une réponse qui simplement redirige. C'est une perspective intéressante. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Cette phrase simple fait quelque chose de magique. Elle force l'agresseur à s'expliquer, à examiner son propre processus de pensée, à justifier son attaque. Et c'est là que la magie opère. Parce que la plupart des attaques provocatrices
ne reposent sur aucune pensée réelle. Elles sont des décharges émotionnelles, des préjugés non examinés, des suppositions paresseuses, des jugements instantanés. Quand vous demandez calmement à quelqu'un d'expliquer d'où vient son jugement, vous le forcez à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Réfléchir vraiment à ce qu'il vient de dire. Et souvent, il découvre qu'il n'a rien. Aucun fondement réel. Aucune raison substantielle. Juste une réaction viscérale qu'il a habillée en jugement informé. Laissez-moi vous raconter comment cette technique a transformé ce qui aurait pu être une humiliation publique en révélation. Une femme assistait à un dîner. Une dizaine de personnes autour d'une table. Ambiance agréable. Conversation fluide, passant d'un sujet à l'autre comme elles le font dans ces contextes sociaux. Cette femme était graphiste indépendante. Elle avait passé une décennie à construire son entreprise. Clients prestigieux. Campagne primée. Réputation solide dans son domaine. À un moment, quelqu'un lui a demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Elle a expliqué. Graphiste indépendante, spécialisée dans l'identité de marque pour les nouvelles entreprises technologiques. Et là, un homme de l'autre côté de la table, quelqu'un qu'elle venait tout juste de rencontrer, a décidé de lâcher son commentaire. Le travail indépendant doit être agréable. Être payé pour jouer sur un ordinateur toute la journée sans aucune vraie responsabilité. La belle vie. Le ton était chargé, condescendant, méprisant. L'insulte était claire pour tous. Toute la table l'a senti. Le silence qui a suivi était ce genre de silence embarrassé qui arrive quand quelqu'un vient de franchir une ligne sociale. Quand quelqu'un a dit quelque chose de si inapproprié que personne ne sait comment réagir. Tous les regards se sont tournés vers elle, attendant sa réaction. Certains embarrassés pour elle, d'autres curieux de voir comment elle allait gérer cette attaque gratuite. Dans ce moment, 1000 pensées traversent l'esprit. L'envie de remettre cet homme à sa place, de lister tous les clients prestigieux, de décrire les 80 heures de travail par semaine, de souligner son ignorance flagrante du monde professionnel moderne. Toutes ces réponses auraient été justifiées, mais elles auraient aussi transformé un dîner agréable en champ de bataille. Elles auraient fait d'elle quelqu'un sur la défensive. Même si elle avait eu raison, l'atmosphère aurait été ruinée. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose de brillant. Elle a souri, un sourire authentique, pas sarcastique, pas forcé, authentiquement curieux. Et elle a dit, c'est une perspective intéressante, qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? L'effet a été immédiat, spectaculaire. L'homme a bégayé. Son assurance s'est évaporée en une seconde. Eh bien, c'est-à-dire, il me semblait... Il cherchait désespérément des mots qui ne révéleraient pas son ignorance complète. Mais chaque tentative le faisait sombrer plus profondément. J'imagine que, enfin, on a l'impression que... La table entière observait, silencieuse, témoin de quelque chose de fascinant, un homme qui se démasquait lui-même en temps réel. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, il a capitulé. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment en quoi consiste le travail de design indépendant. Voilà, l'aveu complet, devant tout le monde. Pas besoin de le lui arracher. Pas besoin de le ridiculiser. Juste une simple question qui l'a obligé à examiner la base de son jugement. Et il a découvert qu'il n'y en avait aucune. La table a été témoin non pas d'elle se défendant contre une attaque injuste, mais de lui se révélant être quelqu'un qui juge sans savoir, qui attaque sans fondement, qui parle sans réfléchir. Elle n'a pas eu besoin de dire un seul mot négatif à son sujet. Il a fait tout le travail lui-même. Quand quelqu'un fait une déclaration provocatrice, son cerveau est en mode attaque. Il a lâché sa provocation. Maintenant, il s'attend à votre réaction défensive. Il est prêt à contre-attaquer votre défense. Toute son architecture mentale est préparée pour cette escalade. Mais quand vous répondez avec curiosité authentique, vous refusez de monter sur le ring. Vous ne jouez pas au jeu qu'il a initié. Au lieu de cela, vous le ramenez à un niveau supérieur. Vous ne débattez pas de la validité de son affirmation. Vous enquêtez sur la genèse de son affirmation. Vous ne contestez pas sa conclusion. Vous examinez son processus. Cette redirection est profondément déstabilisante pour l'agresseur, parce que maintenant, il doit justifier non pas ce qu'il a dit, mais pourquoi il l'a dit. Et la plupart du temps, il n'y a pas de bon pourquoi. Le pourquoi révèle souvent des préjugés embarrassants, des suppositions paresseuses, des généralisations abusives, des jugements basés sur rien de substantiel. Et quand cette révélation se produit publiquement, devant témoins, c'est dévastateur pour l'agresseur. Pas parce que vous l'avez attaqué, mais parce qu'il s'est révélé lui-même. Cette technique fonctionne sur un principe fondamental de la psychologie humaine.
Les gens font constamment des jugements rapides, sans les examiner. Ces jugements sont souvent basés sur des stéréotypes, des impressions superficielles, des préjugés non conscients. Tant que personne ne leur demande de justifier ces jugements, ils peuvent les maintenir confortablement. Mais dès qu'on leur demande « Pourquoi penses-tu ça ?», ils sont forcés d'examiner le fondement de leurs pensées, et souvent, ils découvrent avec embarras qu'il n'y a pas de fondement. Juste une réaction automatique qu'ils n'avaient jamais questionnée. Marc Aurèle, empereur de Rome, a écrit dans ses méditations personnelles « La meilleure revanche est de ne pas devenir comme ton ennemi ». Cette technique incarne parfaitement ce principe. Pendant que l'autre personne essaie de vous rabaisser, de vous provoquer, de vous faire perdre votre calme, vous restez curieux, calme, digne. Le contraste devient évident pour tous les observateurs. D'un côté, quelqu'un qui attaque gratuitement. De l'autre, quelqu'un qui reste composé et curieux. Qui semble le plus admirable? Qui semble le plus fort? Mais tout repose sur votre ton. Si vous dites « c'est une perspective intéressante », qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Avec un ton sarcastique, avec un petit sourire narquois, avec cette inflexion qui dit clairement « je sais que tu n'as aucune raison valable, mais vas-y, fais-moi rire ». Vous avez tout gâché. Parce que maintenant, ce n'est plus de la curiosité. C'est une attaque déguisée. Et votre interlocuteur va le détecter instantanément. Son cerveau va capter le sarcasme. Et au lieu de réfléchir honnêtement à sa réponse, il va se mettre encore plus sur la défensive. Le sarcasme transforme cette technique élégante en simple provocation. Et la provocation engendre l'escalade. Vous êtes de retour dans la spirale du conflit. Exactement ce que vous vouliez éviter. Votre curiosité doit être absolument authentique. Votre ton doit communiquer « Je suis véritablement intéressé par comprendre ton processus de pensée. » Sans jugement, sans piège, juste de la vraie curiosité. Cette authenticité fait toute la différence, parce que les gens peuvent sentir la différence. Au niveau instinctif, nous détectons tous le sarcasme, la condescendance, la fausse gentillesse. Mais nous détectons aussi l'authenticité, la vraie ouverture, la curiosité véritable. Et quand votre curiosité est authentique, quelque chose de magique se produit. L'autre personne baisse souvent sa garde, parce que vous ne l'attaquez pas, vous ne vous défendez pas. Vous essayez véritablement de comprendre. Cette posture non menaçante les invite à être honnêtes, et c'est dans cette honnêteté qu'ils se révèlent souvent eux-mêmes. Utilisez cette technique particulièrement dans ces situations. Quand quelqu'un fait des suppositions sur vous, basées sur des stéréotypes. Les gens comme toi sont toujours. Avec ton parcours, tu ne peux pas comprendre. À ton âge, tu devrais... Quand quelqu'un juge votre choix de vie sans le connaître, ce métier n'est pas sérieux. Ce style de vie est irresponsable. Cette décision est naïve. Quand quelqu'un fait une généralisation abusive sur un groupe auquel vous appartenez, les indépendants, les jeunes, les personnes âgées, les gens de votre ville, de votre pays, de votre parcours. Dans tous ces cas, demandez calmement « Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça ?» et regardez-les se débattre pour trouver une réponse qui ne révèle pas leurs préjugés. Parfois, après avoir demandé « Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça ?», la personne va effectivement avoir une raison valide. Elle va expliquer une expérience personnelle qui a formé son opinion, une observation légitime, une perspective que vous n'aviez pas considérée. Dans ces cas, vous venez d'apprendre quelque chose. Vous avez transformé ce qui semblait être une attaque gratuite en échange d'informations. Et vous avez maintenu votre dignité en restant ouvert plutôt que défensif. Mais parfois, vous rencontrerez quelqu'un qui ne sera dissuadé par rien, ni par la curiosité, ni par l'acceptation de responsabilité, ni par la demande d'explication. Quelqu'un qui est déterminé à être hostile, à créer du conflit, à vous provoquer peu importe votre grâce. Ces personnes existent, et pour elles, vous avez besoin d'une approche différente. Une approche qui désarme non pas par l'engagement, mais par le contraste. Réponse numéro 4. J'apprécie que tu partages ça avec moi. Il existe un paradoxe psychologique fascinant. Rien ne désarme l'hostilité aussi complètement que la gratitude inattendue. Quand quelqu'un vous attaque, se plaint, critique de manière agressive, son cerveau est câblé pour votre réaction défensive ou votre contre-attaque. Il a préparé mentalement toute la séquence. Vous allez vous défendre. Il va démolir votre défense. Vous allez contre-attaquer. Il va contre-contre-attaquer. Et ainsi de suite. Toute cette séquence est déjà inscrite dans sa tête. Il connaît tous les mouvements. Il a répété cette danse 1000 fois. Mais quand vous répondez avec gratitude authentique, vous faites quelque chose pour lequel il n'a aucun scénario préparé. Vous le sortez complètement de son schéma mental. Et dans cette désorientation,
Quelque chose de remarquable se produit. Son hostilité s'effondre, parce qu'on ne peut pas maintenir l'hostilité face à quelqu'un qui vous remercie sincèrement. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre le pouvoir de cette approche. Un homme avait adopté un chien quelques semaines auparavant. Un animal de refuge, adorable, affectueux. Mais apparemment, avec un problème d'anxiété de séparation qui se manifestait par des aboiements incessants quand il était seul. L'homme n'avait aucune idée de ce qui se passait pendant ses absences, jusqu'à ce soir où son voisin a décidé de le confronter. L'homme rentrait chez lui, sortait de sa voiture, récupérait son courrier dans la boîte. Une journée normale, fatigante. Il pensait juste à prendre une douche et se détendre. Et soudain, son voisin a surgi, visage rouge, voix haute, clairement en colère. « Ton chien rend tout le quartier fou. Il aboie sans interruption de 6 heures du matin jusqu'à ton retour le soir. C'est absolument insupportable. Personne ne peut dormir. Personne ne peut se concentrer. Franchement, plusieurs voisins parlent d'appeler le contrôle des animaux si ça continue. » L'attaque était brutale, publique, dans la rue, où d'autres voisins pouvaient entendre. L'homme a senti la montée instantanée de défensive, l'envie d'expliquer qu'il venait juste d'adopter le chien, qu'il travaillait déjà sur le problème, qu'il avait contacté un éducateur, que le voisin aurait pu approcher ça de manière plus civilisée au lieu de l'agresser dans la rue. Toutes ces réponses se bousculèrent dans sa tête, toutes justifiées, toutes raisonnables. Mais il a fait quelque chose de différent. Il a pris une profonde respiration. Il a regardé son voisin dans les yeux. Et il a dit quelque chose qui a complètement changé la dynamique. « J'apprécie vraiment que tu partages ça avec moi. Je n'avais absolument aucune idée que cela se passait. Je suis sincèrement content que tu aies eu le courage de venir me parler directement, plutôt que de laisser cette frustration s'accumuler en silence. » Le changement dans le voisin a été instantané, presque comique dans sa rapidité. Ses épaules qui étaient tendues et remontées sont descendues. Son visage qui était rouge et contracté s'est détendu. Sa voix qui était agressive et haute s'est adoucie considérablement. « Oh, eh bien, je voulais juste... Tu comprends, c'est difficile quand on travaille à domicile et... » Il bafouillait maintenant. Toute son agressivité s'était évaporée, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de l'embarras pour sa propre véhémence initiale. Et puis quelque chose de magique s'est produit. Le voisin a commencé à offrir son aide. « Tu sais, ma sœur avait le même problème avec son chien. Elle a trouvé un excellent éducateur canin qui se spécialise dans l'anxiété de séparation. Je peux te donner son contact si tu veux. » Puis il a partagé ses propres expériences avec les animaux, ses propres défis passés, ses propres apprentissages. Ce qui avait commencé comme une confrontation hostile dans la rue s'est terminé 15 minutes plus tard avec un échange de numéros de téléphone. Le voisin proposant même de venir promener le chien pendant la journée si l'homme avait besoin d'aide pendant la période de transition. D'adversaire agressif à allié actif. En une seule phrase. Quand quelqu'un approche avec une plainte agressive, sous cette colère se cache presque toujours un sentiment d'impuissance frustrée. Ils ont un problème. Ce problème les affecte. Ils se sentent impuissants à le résoudre seuls. Cette impuissance se transforme en frustration. Cette frustration se manifeste en colère. La colère est juste l'expression externe de leur sentiment interne d'impuissance. Quand vous les remerciez pour avoir partagé le problème, vous faites plusieurs choses simultanément. Vous validez qu'il y a effectivement un problème. Vous ne le minimisez pas, vous ne le contestez pas. Vous reconnaissez sa réalité. Cette validation seule désarme une grande partie de la colère. Parce que souvent, les gens sont en colère non seulement à cause du problème lui-même, mais parce qu'ils anticipent que vous allez nier ou minimiser leur expérience. Quand vous ne le faites pas, quand vous validez immédiatement, vous supprimez cette source de colère. Vous les traitez aussi comme quelqu'un qui vous aide plutôt que comme quelqu'un qui vous attaque. Vous recadrez leurs plaintes agressives comme de l'information précieuse. Ce recadrage fait quelque chose de puissant psychologiquement. Il leur donne un nouveau rôle, plus celui de l'agresseur, maintenant celui de l'informateur utile. Et les gens tendent à se comporter selon le rôle qu'on leur assigne. Si vous les traitez comme des agresseurs, ils vont intensifier leur agression. Si vous les traitez comme des alliés qui vous aident, ils vont souvent adopter ce rôle. Vous démontrez également que vous n'êtes pas sur la défensive, que vous êtes capable de recevoir des critiques, même livrées maladroitement, sans vous effondrer émotionnellement. Cette force émotionnelle est désarmante. Les gens s'attendent à ce que vous vous défendiez. Quand vous ne le faites pas, quand vous restez ouvert et réceptif, ils ne savent plus comment maintenir leur hostilité. Sénèque, philosophe stoïcien qui a conseillé l'empereur Néron, a écrit « Chaque nouveau début vient de la fin d'un autre début ». Cette technique incarne ce principe. Elle termine l'hostilité,
Elle commence la collaboration, en une seule phrase gracieuse. Mais attention, cette technique a une limite claire et nette. Utilisez-la uniquement quand la personne a une préoccupation légitime, mais elle exprime de manière agressive ou maladroite. Si quelqu'un vous attaque de manière purement malveillante, sans aucune préoccupation légitime sous-jacente, cette réponse serait inappropriée. Vous ne devez pas remercier quelqu'un pour de la pure malveillance. Le discernement est crucial. Demandez-vous, sous cette colère, y a-t-il un problème réel? Si oui, cette technique peut transformer un adversaire en allié. Sinon, vous avez besoin d'une approche différente. Utilisez cette technique quand quelqu'un se plaint agressivement d'un problème que vous avez créé sans le savoir. Bruit, nuisance, erreur au travail, oubli quelconque. Utilisez-la quand quelqu'un vous donne un retour négatif de manière brutale ou maladroite. Ton travail n'est pas terrible, tu as vraiment déçu aujourd'hui. Cette approche ne fonctionne pas du tout. Utilisez-la quand quelqu'un exprime une frustration légitime avec un ton disproportionné. Ils ont raison d'être frustrés, mais la manière dont ils l'expriment est agressive. Dans tous ces cas, j'apprécie que tu partages ça avec moi, reconnais la préoccupation légitime, tout en ignorant complètement la livraison maladroite. Vous séparez le message du messager. Vous répondez au message, pas au ton. Cette séparation est puissante, parce qu'elle montre que vous n'êtes pas contrôlé par les émotions des autres. Qu'on peut vous parler sur n'importe quel ton, vous allez extraire l'information utile et ignorer le reste. Cette force émotionnelle commande le respect, un respect profond. Cette technique non seulement désarme l'hostilité immédiate, mais elle crée souvent des relations plus fortes à long terme. Pourquoi? Parce que la personne se souvient de deux choses. Elle se souvient qu'elle a perdu le contrôle et a été agressive. Cela crée généralement un sentiment de culpabilité ou au moins d'embarras rétrospectivement. Elle se souvient aussi que vous avez répondu avec grâce totale, que vous n'avez pas tenu compte de leur ton, que vous les avez traités avec dignité, même quand ils ne vous traitaient pas avec dignité. Ce contraste crée un sentiment puissant, un sentiment de dette émotionnelle. Ils se souviennent que vous les avez élevés quand ils étaient bas, et cela crée une loyauté profonde. Les meilleures relations sont souvent forgées, non pas dans les moments faciles, mais dans ces moments de friction qui auraient pu devenir des ruptures, mais sont devenus des connexions plus profondes, grâce à la manière dont ils ont été gérés. Mais même avec toutes ces techniques, vous rencontrerez parfois quelqu'un qui reste hostile, qui ne sera pas désarmé par la curiosité, la reconnaissance de responsabilité, la demande d'explication ou la gratitude. Quelqu'un qui est déterminé à être difficile, à maintenir le conflit, à vous provoquer peu importe votre grâce. Pour ces personnes, vous avez besoin de la technique la plus puissante de toutes. Une technique qui ne désarme pas par l'engagement, mais par le contraste silencieux et évident. Réponse numéro 5. Pause silencieuse et merci pour ce point de vue. Il existe un pouvoir dans le silence que presque personne ne comprend. Dans notre monde de bruit constant, de réponses instantanées, de répliques rapides, le silence est devenu presque effrayant. On le remplit compulsivement, on le fuit automatiquement. Mais les maîtres stoïciens savaient quelque chose que nous avons oublié. Le silence ne communique pas l'absence. Il communique la présence. Une présence si puissante qu'elle rend toutes les paroles autour d'elle visibles, examinables, jugables. Cette dernière technique combine deux éléments, le silence intentionnel et la gratitude impossible à attaquer. Quand quelqu'un dit quelque chose de particulièrement outrageant, insultant, déplacé, voici ce que vous faites. Rien. Pendant 2 ou 3 secondes, vous ne faites absolument rien. Vous maintenez le contact visuel. Vous restez parfaitement immobile. Vous laissez leurs mots flotter dans l'air, comme une fumée toxique que tout le monde peut maintenant voir et sentir. Cette pause fait quelque chose de magique. Elle force tout le monde dans la pièce à vraiment entendre ce qui vient d'être dit. Pas seulement les mots, mais leur nature, leur intention, leur caractère. Sans le bruit de votre réaction immédiate, les mots de l'agresseur se tiennent seuls, nus, exposés. Et souvent, dans cette exposition, ils révèlent leur propre laideur. Puis après cette pause qui semble durer une éternité mais ne dure que quelques secondes, vous dites calmement « Merci pour ce point de vue ». Ces 6 mots simples font quelque chose de dévastateur. Ils créent un contraste si frappant entre leur agression et votre grâce que tout le monde voit instantanément qui a perdu et qui a gagné. Vous n'avez pas eu besoin de vous défendre. Vous n'avez pas eu besoin de contre-attaquer. Vous n'avez pas eu besoin de pointer leur comportement déplacé. Leur propre comportement, mis en contraste avec le vôtre, a fait tout le travail.
Laissez-moi vous raconter comment cette technique a sauvé quelqu'un d'une humiliation publique et a retourné la situation complètement. Il y a quelques années, quelqu'un que je connais présentait une stratégie devant une salle pleine de partenaires potentiels. Présentation importante, gros enjeux. Dans la salle, il y avait aussi plusieurs compétiteurs. C'est toujours risqué, mais nécessaire dans ce contexte d'affaires. La présentation se déroulait bien. Les données étaient solides, les arguments clairs. L'audience semblait engagée, posant des questions pertinentes. Puis, au milieu d'une explication sur la recherche de marché, un des compétiteurs a décidé de tenter le sabotage. Il a interrompu brutalement. Je ne suis pas certain qu'on puisse faire confiance aux recommandations de quelqu'un avec une expérience aussi manifestement limitée dans ce secteur. Peut-être devrions-nous entendre quelqu'un qui sait réellement de quoi il parle. Le silence qui a suivi était électrique. Tout le monde a senti le coup bas, l'attaque personnelle déguisée en préoccupation professionnelle, la tentative évidente de sabotage. La personne qui présentait a ressenti la montée instantanée d'adrénaline, l'envie de défendre ses compétences, de lister ses expériences, de pointer l'incompétence évidente de son compétiteur, de révéler les échecs que ce compétiteur essayait de cacher. Toutes ces réponses étaient à portée de main. Toutes auraient été satisfaisantes sur le moment. Mais elle a fait quelque chose de différent. Elle a arrêté de parler complètement. Elle a regardé son compétiteur directement dans les yeux. Et elle n'a rien dit. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Dans le silence, les mots du compétiteur flottaient. Chacun dans la salle les entendait encore, les examinait, réalisait leur nature, leur méchanceté, leur petitesse. Certaines personnes ont commencé à se déplacer inconfortablement sur leur chaise. Le malaise était palpable, mais pas pour la personne qui présentait. Le malaise était pour le compétiteur. Puis, après cette éternité de 3 secondes, elle a dit calmement, presque doucement, « Merci pour ce point de vue ». Et elle a repris sa présentation exactement là où elle s'était arrêtée, comme si rien ne s'était passé, comme si cette interruption n'avait été qu'une légère perturbation sans importance. L'effet dans la salle a été spectaculaire. Le compétiteur est resté figé. Son visage a commencé à rougir. Il a regardé autour de lui, cherchant peut-être du soutien, mais ne trouvant que des regards embarrassés. Quelques personnes détournaient activement les yeux de lui. Personne n'a eu besoin de dire un mot. Le contraste était évident pour tous. D'un côté, quelqu'un qui attaquait personnellement. De l'autre, quelqu'un qui restait parfaitement composé, gracieux, professionnel. Le reste de la présentation s'est déroulé sans autre interruption. L'audience était même plus engagée qu'avant, peut-être par sympathie, peut-être par respect pour la manière dont la situation avait été gérée. Après la présentation, plusieurs personnes sont venues s'excuser pour le comportement du compétiteur, exprimer leur admiration pour la réponse. Certains ont même mentionné que cette démonstration de caractère les avait convaincus plus que n'importe quel argument professionnel. Le contrat, il a été attribué à la personne qui présentait. Et dans les notes de décision, le comité a spécifiquement mentionné que le comportement du compétiteur avait révélé un manque de professionnalisme et de jugement qui le disqualifiait. La pause silencieuse crée de l'espace. Dans le flux normal d'une conversation, surtout d'une confrontation, les réponses viennent rapidement. Action, réaction, attaque, défense. Cette rapidité empêche la réflexion, mais quand vous insérez du silence, vous forcez tout le monde à réfléchir. Pendant ces quelques secondes, les cerveaux autour ne sont plus en mode réaction. Ils sont en mode analyse. Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient d'être dit exactement? Était-ce approprié? Ces questions émergent naturellement dans le silence, et les réponses deviennent évidentes. La pause révèle aussi votre contrôle émotionnel complet. Quelqu'un vous vient d'attaquer publiquement. Votre cerveau limbique crie de riposter. Votre adrénaline monte, votre cœur bat plus vite. Et pourtant, vous restez parfaitement immobile, parfaitement calme, parfaitement silencieux. Cette démonstration de maîtrise de soi est intimidante. Pas dans le sens menaçant, dans le sens impressionnant. Les gens voient quelqu'un qui a un contrôle total sur lui-même. Et ce contrôle commande le respect. La pause amplifie également l'effet de votre réponse finale. Après le silence, vos mots ont plus de poids, plus d'impact. Ils résonnent différemment. Merci pour ce point de vue, après 3 secondes de silence, signifie quelque chose de complètement différent que les mêmes mots disent immédiatement. Disent immédiatement, ils pourraient sembler automatiques, défensifs même. Mais après le silence, ils résonnent comme un jugement calme, comme quelqu'un qui a pris le temps de vraiment considérer ce qui vient d'être dit et a choisi consciemment la grâce.
Ces mots sont choisis avec soin. Pas merci pour ton commentaire, pas merci pour ton opinion. Merci pour ce point de vue. Point de vue reconnaît que c'est une perspective, une parmi d'autres, pas la vérité, pas un fait, juste un point de vue. Et en le reconnaissant comme tel, vous le relativisez sans l'attaquer. Merci est impossible à attaquer. Comment quelqu'un peut-il être agressif face à de la gratitude? Comment peut-il escalader face à quelqu'un qui le remercie? Il ne peut pas. Toute escalade supplémentaire de sa part le ferait paraître encore plus déplacé. Le ton est crucial ici aussi. Merci pour ce point de vue doit être dit avec une sincérité apparente. Pas sarcastique, pas condescendant, apparemment sincère. Parce que le but n'est pas de se moquer de l'agresseur. Le but est de créer un contraste si frappant entre son comportement et le vôtre que tout le monde voit la différence. Si vous êtes sarcastique, vous descendez à son niveau. Le contraste disparaît. Vous devenez juste deux personnes se battant. Mais si vous restez véritablement gracieux, le contraste devient éblouissant. Et dans ce contraste, c'est lui qui est exposé, pas vous. Épictète, qui a passé des années en esclavage avant de devenir l'un des philosophes les plus influents de Rome, enseignait quelque chose de fondamental. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. Cette technique incarne ce principe à la perfection. Quelqu'un vous attaque, c'est ce qui vous arrive. Vous ne contrôlez pas ça. Mais votre réaction, ça vous le contrôlez totalement. Et votre choix de répondre avec silence suivi de grâce démontre le pouvoir de l'attaque. L'attaque ne peut vous blesser que si vous réagissez comme si elle vous blessait. Utilisez cette technique dans les contextes publics, devant témoins, parce que c'est là qu'elle est la plus puissante. Le contraste doit être visible pour être efficace. Utilisez-la quand l'attaque est particulièrement outrageante ou déplacée. Tellement évidente dans son inappropriété que le silence la fera briller dans toute sa laideur. Utilisez-la quand vous savez que vous avez raison et que l'attaque est purement malveillante. Pas de fond légitime, juste de la méchanceté. Utilisez-la quand vous êtes sûr de votre contrôle émotionnel. Cette technique demande un calme absolu. Si vous sentez que vous pourriez craquer pendant le silence, n'utilisez pas cette approche. N'utilisez pas cette technique dans des conversations privées. Sans témoin, le contraste ne peut pas être observé par d'autres. L'effet est diminué. N'utilisez pas cette technique quand l'attaque contient une critique légitime. Dans ces cas, utilisez la réponse numéro 2. N'utilisez pas cette technique quand vous êtes émotionnellement chargé. Si vous sentez que votre voix va trembler, que vos yeux vont se remplir de larmes, que votre calme va se fissurer, attendez. Calmez-vous d'abord. Cette technique ne gagne pas seulement le moment, elle gagne souvent la guerre à long terme. Parce que les gens se souviendront de deux choses. L'agresseur a montré son vrai caractère. Sous pression, face à une opportunité de gagner par le mérite, il a choisi l'attaque personnelle. Cette révélation reste. Vous avez montré une force de caractère exceptionnelle. Face à une attaque publique, vous êtes resté calme, composé, gracieux. Cette démonstration reste aussi. Et entre ces deux souvenirs, lequel pensez-vous que les gens vont respecter à long terme? La technique de la pause silencieuse combinée à la gratitude impossible à attaquer est peut-être la plus difficile des 5 à maîtriser, parce qu'elle demande le plus de contrôle de soi, le plus de discipline émotionnelle, le plus de confiance en soi. Mais c'est aussi potentiellement la plus puissante, parce qu'elle ne gagne pas par l'argument, elle ne gagne pas par la logique, elle gagne par le caractère pur et visible. Écoutez, nous sommes arrivés au bout de ces 5 réponses, mais avant de terminer, je dois vous dire quelque chose de crucial que personne d'autre ne vous dira. Ces techniques ne sont pas des formules magiques. Ce ne sont pas des boutons sur lesquels appuyer pour gagner automatiquement chaque confrontation. Ce sont des outils. Et comme tous les outils, ils demandent de la pratique, de la répétition, de l'échec, de l'ajustement. La première fois que vous essayerez, je vois ton point, aide-moi à comprendre ton raisonnement, vous allez probablement bégayer. Votre ton ne sera pas parfait. Vous semblerez peut-être nerveux. C'est normal, c'est attendu, c'est nécessaire. Parce que ces réponses ne deviennent puissantes que quand elles deviennent naturelles. Quand elles ne sont plus des techniques que vous appliquez consciemment, mais des réflexes que vous avez intégrés. Et cette intégration prend du temps, des mois, peut-être des années, certainement beaucoup d'essais et d'erreurs. Mais voici quelque chose que j'ai découvert. Chaque fois que vous choisissez la grâce plutôt que la réactivité, vous changez légèrement votre cerveau. Vous créez un nouveau chemin neural. Vous renforcez un nouveau schéma. C'est de la neuroplasticité pure. Votre cerveau se recâble littéralement
avec vos choix répétés. Les premières fois, choisir la curiosité plutôt que la défensive sera difficile, épuisant même. Votre cerveau va crier de faire ce qui est familier, vous défendre, contre-attaquer, justifier. Mais si vous persistez, si vous choisissez consciemment la voie stoïcienne encore et encore, quelque chose de magique se produit. Un jour, vous réaliserez que vous n'avez même pas pensé à vous défendre, que la curiosité est venue naturellement, que la grâce était votre réponse par défaut. Ce jour-là, vous saurez que vous avez vraiment intégré ces enseignements, qu'ils sont devenus partie de qui vous êtes. Maintenant, parlons de quelque chose que personne n'admet. Parfois, vous allez échouer. Vous allez essayer une de ces réponses et ça va mal tourner. Peut-être que votre ton sera sarcastique sans le vouloir. Peut-être que vous allez accepter la responsabilité pour quelque chose qui n'était pas votre faute. Peut-être que votre pause silencieuse durera trop longtemps et deviendra bizarre. Ces échecs ne signifient pas que les techniques ne marchent pas. Ils signifient que vous êtes humain, que vous apprenez, que vous grandissez. Les stoïciens eux-mêmes échouaient constamment. Marc Aurèle écrivait ses méditations non pas parce qu'il avait tout compris, mais précisément parce qu'il luttait. Chaque jour, encore et encore. Ces carnets ne sont pas un testament de perfection atteinte. Ce sont les traces de quelqu'un qui essayait, échouait, réessayait, jour après jour, année après année. Si l'empereur le plus puissant du monde devait se rappeler quotidiennement de rester calme, de choisir la sagesse, de ne pas réagir émotionnellement, qu'est-ce que ça dit sur nous? Ça dit que cette lutte est universelle, que tout le monde combat ces mêmes impulsions, que la différence entre les sages et les autres n'est pas l'absence de lutte, c'est la persistance dans la lutte. Alors quand vous échouez et vous échouerez, ne vous jugez pas. Analysez simplement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a déclenché votre réaction? Quel schéma ancien a ressurgi? Comment pourriez-vous faire différemment la prochaine fois? Cette analyse sans jugement est elle-même une pratique stoïcienne. Observez ses propres échecs avec curiosité plutôt qu'avec critique destructrice. Voici mon défi pour vous. Choisissez une de ces 5 réponses, celle qui résonne le plus, celle qui semble la plus utile pour vos circonstances actuelles, et pratiquez-la. Pas dans les vraies confrontations au début, mais mentalement. Visualisez des situations où vous pourriez l'utiliser. Répétez les mots dans votre tête. Imaginez votre ton, votre posture, votre respiration. Cette répétition mentale câble votre cerveau presque aussi efficacement que la pratique réelle. Les neurosciences le confirment. Votre cerveau ne distingue pas totalement entre imaginer une action et la faire réellement. Alors pratiquez dans votre imagination, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne familier. Puis, quand une vraie opportunité se présente, et elle se présentera, essayez. Même si vous tremblez, même si vous n'êtes pas sûr, même si ce n'est pas parfait. Parce que chaque tentative, même imparfaite, vous rapproche de l'intégration. Et un jour, peut-être des mois ou des années dans le futur, vous vous retrouverez dans une confrontation. Quelqu'un vous attaquera. Et sans même y penser consciemment, la réponse parfaite sortira naturellement. Calme, composée, gracieuse. Et dans ce moment, vous réaliserez que vous n'appliquez plus une technique. Vous incarnez un principe. Vous êtes devenu quelqu'un de différent. Pas parfait, jamais parfait, mais plus sage, plus fort, plus libre. Voilà le vrai cadeau de la philosophie stoïcienne. Non pas l'élimination de la lutte, mais la transformation de votre relation avec la lutte. Ces 5 réponses ne garantissent pas que vous ne serez plus jamais attaqué. Les gens continueront d'être difficiles. Les conflits continueront d'émerger. Les provocations continueront d'arriver. Mais ces réponses vous donnent quelque chose de plus précieux que l'absence de conflit. Elles vous donnent la capacité de naviguer dans le conflit sans perdre votre centre, sans sacrifier votre dignité, sans devenir quelqu'un que vous n'aimez pas. Elles transforment chaque confrontation d'une menace à votre paix en opportunité de démontrer votre caractère. Et avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. Les gens commencent à vous attaquer moins. Non pas parce que vous êtes devenu faible ou facile à ignorer, mais parce qu'ils réalisent intuitivement que vous n'êtes pas une cible gratifiante. Vous ne réagissez pas comme ils s'y attendent. Vous ne leur donnez pas la satisfaction de vous voir vous effondrer, vous défendre désespérément ou contre-attaquer sauvagement. Au lieu de ça, vous restez calme, curieux, gracieux. Et ce calme les désarme plus efficacement que n'importe quelle contre-attaque. Progressivement, vous attirez moins de conflits, non pas par évitement ou soumission, mais par force pure, par caractère développé, au point où les provocations glissent sur vous comme l'eau sur du verre.
C'est ça la vraie invincibilité stoïcienne. Non pas l'absence d'attaque, mais l'imperméabilité aux attaques. Voilà ce que Marc Aurèle voulait dire quand il écrivait « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ». En restant gracieux face à l'agression, en choisissant la sagesse face à la provocation, en incarnant le calme face au chaos, vous gagnez de la manière la plus complète possible. Vous ne gagnez pas seulement l'argument, vous gagnez le respect, vous gagnez la paix intérieure, vous gagnez la croissance personnelle, vous gagnez un caractère qui ne peut pas vous être enlevé. L'agresseur peut gagner le moment. Vous gagnez votre vie entière. Si ce message résonne en vous, si ces enseignements vous semblent précieux, abonnez-vous maintenant. Activez les notifications. Non pas pour alimenter des statistiques vides, mais parce que le travail de transformation personnelle n'est jamais terminé. Parce que nous avons tous besoin de rappels constants. Parce que la sagesse doit être revisitée encore et encore pour s'enraciner vraiment. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui lutte avec les confrontations, quelqu'un qui réagit de manière qu'il regrette, quelqu'un qui cherche une meilleure voie. Pas pour que je gagne des vues, mais pour que cette sagesse se propage. Pour que plus de personnes découvrent qu'il existe une alternative à l'escalade ou à la capitulation. Pour que plus de gens choisissent la grâce. Rappelez-vous, vos réponses révèlent votre caractère. Chaque confrontation est un test. Pas un test pour prouver votre supériorité sur l'autre, mais un test pour démontrer votre maîtrise sur vous-même. Et chaque fois que vous choisissez la voie stoïcienne, chaque fois que vous répondez avec sagesse plutôt qu'avec réactivité, vous passez ce test. Vous devenez un peu plus la personne que vous aspirez à être. Allez maintenant, pratiquez, échouez, réessayez, grandissez. Le chemin est long, mais chaque pas compte, chaque choix compte, chaque réponse compte. Choisissez sagement.